La malédiction de la fée noire, un mauvais rappel à la saison 1. Ouais, alors l'histoire va se concentrer sur le fait que la fée noire a lancé sa malédiction. Et en toute honnêteté, vu ce que ça aura apporté, j'ai presque le sentiment que c'était juste une petite passade sur le coup. Une tentative ratée qui ne va rien changer à au grand dénouement final. En fait, je vais le dire ça, je pensais quoi, quand j'ai vu comment c'était amené, que ça allait vraiment être deux épisodes très liés, vraiment, où ça se suit en direct, c'est le même ton, ça poursuit la même chose. En toute honnêteté, j'aurais pu traiter les deux épisodes à part. Sincèrement, j'étais lancé dedans, donc je les ai vus à la suite, donc je les traite en même temps, mais sincèrement, ils se détachent suffisamment pour que je puisse les traiter à part, sincèrement. Donc ça me fait une vidéo de moins à présenter, moins de vues, moins de fric, merde. Fait chier. Donc voilà, je m'y lance tout de suite. La malédiction donc, de la fée noire est lancée et ça a remis Storybrooke comme ça l'était dans la saison 1, à peu de choses près. Sauf qu'Henry en est conscient, contrairement à Emma, parce que il a des pouvoirs d'auteur, je sais pas. C'est sans doute ça l'a protégé complètement de ça. Son statut d'auteur l'a complètement protégé du truc. Je vois que ça m'a l'air d'être la seule possibilité. Mais c'était la même chose avec, à la fin de la saison 4, c'est-à-dire tout le monde est touché sauf lui. Mais au moins dans la saison 4, il y avait une certaine logique. Il était lié à aucun royaume magique. Donc, il y avait peut-être moyen, c'était peut-être possible que l'auteur n'avait pas trop pensé à lui à ce moment-là. Il y avait peut-être ça, j'en sais rien. Mais là, j'en sais rien, quoi. C'est juste, son statut d'auteur le protège de ça, mais le statut de sauveuse des mâles ne la protège pas de ça parce qu'elle ne se souvient de rien. Donc voilà, on est dans un univers très similaire à ce qu'il y avait dans la saison 1, c'est-à-dire tout le monde croit que c'est normal, il y a pas de magie et tout et tout. Le temps n'avance pas d'un point de vue technique, c'est-à-dire l'horloge est cassée, elle reste bloquée, et tout le monde croit que c'est une vie normale, seulement il y a quelques petits hicks. Blanche-Neige et David ne sont pas là, et Regina n'est pas la mère, cette fois c'est la fée noire, Fiona, qui est la mère, et la mère, M-E-R-E, d'Henry à la place de Regina. Je ne comprends même pas particulièrement pourquoi elle tenait à être la mère adoptive d'Henry dans cette réalité-là, sur plusieurs points. Bah, ça mènera à forcer certains trucs à nouveau, mais ouais, ça crée un parallèle entre elle et Regina qui n'a aucun sens, aucune signification, puisqu'il n'y a jamais eu de vrai lien entre elle et Regina. Hein. Ça fait partie des rares trucs où il n'y a pas de lien entre les personnages, mais ouais, il n'y a aucun lien particulier entre la fée noire et Regina. Donc ouais, il essaye un petit peu de savoir ce qui se passe, d'arranger les choses, et il se rend compte que sa mère est internée. Elle a été internée dans un asile psychiatrique du coin, apparemment contre sa volonté, ou un truc comme ça, elle peut pas faire appel à la loi ailleurs ou quoi que ce soit. Elle a été internée parce que ça reprend ce qui a été montré dans la saison 1. Henry a mangé un chausson aux pommes et ça l'a mis dans le coma pendant un petit moment. Parce qu'il était empoisonné ou un truc comme ça. Et c'est pas un baiser d'amour sincère de sa mère qui l'a réveillé, c'est juste qu'il a fini par être soigné. Et ça a rendu sa mère folle d'avoir cru à son histoire, sachant que techniquement, au moment où Henry a avalé le chausson aux pommes, elle n'y croyait pas. Le truc un petit peu bizarre parce que ouais, ils disent qu'il se passe 2 ans. Déjà, oui, il a vraiment l'air de faire seulement 2 ans de plus que dans la saison 1. Ouh. Et surtout, ouais, il dit juste là, il a bouffé ce chausson aux pommes et c'est ça qui a amené cette espèce de descente, de chute aux enfers, un truc comme ça, où Emma a décidé de se faire interner parce qu'elle n'allait pas très bien, elle suivait ses illusions, tout ça, et ouais, non, pas tant que ça, c'était pas du tout comme ça dans ce contexte-là, et donc bien entendu, c'est toute autre histoire, un tout autre univers, mais c'est pas particulièrement développé. Voilà, ça fait partie de pas mal de trucs qui sont un petit peu bizarroïdes là-dedans. Notamment le fait, par exemple, j'y reviendrai par rapport à ça, parce que oui, j'ai dit que j'aurais pu traiter ces deux épisodes différemment, à part, mais on sent clairement que c'est pas les mêmes scénaristes. Hein. Et si c'est les mêmes scénaristes, ce sont des branques. Je le dis clairement. C'est parce que
Il y a des liens, il y a des liens très mal faits entre les deux épisodes qui sont très foireux. Et un des trucs qui va amener un de ces liens-là, c'est le statut de Rumpelstiltskin, qui semble-t-il est lui aussi pris dans cette malédiction. Il ne sait pas ce qui se passe, il n'a pas ses pouvoirs. Et on lui fait croire que Belle est partie, pas qu'elle est morte, elle est partie à un moment donné, elle les a abandonnés. Il y a un petit passage où il demande est-ce que vous pourriez pas rouvrir l'enquête, Madame le maire, pour savoir ce qui lui est advenu. Mais non, ben voilà l'enquête. Il y a des photos d'elle, clairement photoshopées, où elle est devant différents coins du monde, la Tour Eiffel, tout ça. Elle voulait voir le monde, mais sans vous. Ah, c'était une sale garce. Hein, vous ne voulez pas de cette personne-là dans votre famille. Alors, on sent quand même le fait qu'ils veulent reprendre que Belle a été une influence bénéfique sur Gideon et qu'elle n'aime pas ça, Fiona, ça lui plaît pas trop. Donc c'est intéressant ça. Ça ira pas très bien dans la suite, mais j'y reviendrai parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, Henri essaye un peu de la convaincre. À un moment donné, il arrive à subtiliser les clés de l'asile et à la faire sortir parce que ouais, Fiona est aussi naze que Regina pour surveiller Henri. Hein, ça. Il l'amène sur le toit où elle a eu son mariage, lui fait quelques bribes de souvenirs, mais ça suffit pas à lui faire croire ça. Et alors que Henri décide de foncer prendre le bouquin, le livre de contes, parce que c'est vachement important ce livre-là, la méchante fée noire le voit, elle comprend très bien qu'il n'a pas été pris dans le sort et elle décide donc de le balancer dans les escaliers par magie pour faire croire que c'est son obsession avec les contes de fées, etc., qui l'a amené à se blesser, à se faire mal, ce qui finit par convaincre Emma de suivre un petit peu ce que Fiona veut lui faire faire, c'est-à-dire elle veut lui faire perdre sa foi envers les contes de fées, c'est très important, et la façon la plus radicale de faire ça, c'est de faire en sorte qu'elle brûle ce livre de contes de fées. Et donc, en voyant son fils être blessé à cause de Fiona, elle finit par accepter ce que Fiona lui propose, c'est-à-dire, oui, on va brûler ce conte de fées, ça lui permettra peut-être de sortir de cette vision-là, et elle le fait. Voilà, donc là c'est ce qui se passe à Storybrooke dans le premier épisode, ce qui se passe ailleurs pour nos autres personnages qui ne sont pas là, c'est-à-dire Regina, David, Blanche-Neige et Killian, qui pourraient très facilement être incorporés dans ce monde en pensant à être d'autres personnes. Mais non. Non, ils sont dans le monde des contes de fées, le monde de la forêt enchantée, et ils doivent trouver un moyen de s'en sortir. C'est là que Zelena vient les voir, oui, parce que tout le monde est ramené à l'endroit où il apparaît, donc où il appartenait. Donc Zelena est réapparue dans le royaume d'Oz. Elle le dit elle-même. Elle a réussi à les rejoindre et tout le monde se dit mais comment t'as pu faire ça? Et elle montre le chapeau du chapelier fou. Mais attendez, je croyais qu'il était détruit. Mais c'était un chapelier fou avec plusieurs chapeaux. Non, 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 non. Tout l'intérêt, toute l'intrigue autour du chapelier fou, c'est justement qu'il avait réussi qu'à créer un seul chapeau et que c'est le fait d'avoir voulu en créer des tas d'autres, le fait d'avoir voulu recréer le même sans y arriver, qui l'a rendu un peu fou. C'était le principe du chapelier fou dans la saison 1. C'est bien beau de reprendre la saison 1 si vous chiez sur les prémices que cette saison a instaurées. Hein. C'était ridicule ça. C'était vraiment ridicule, d'autant plus que ça amenait à pas grand chose. Vous auriez pu juste dire qu'elle avait la baguette magique. Mais de toute façon, le principe là-dedans, c'est juste de dire, de trouver une façon, une excuse foireuse de dire qu'ils ne peuvent pas revenir direct à Storybrooke. Et donc, la chose la plus simple, la plus logique à faire, ça aurait été juste de les renvoyer tous direct dans la forêt enchantée, sans dire que Zelena s'est retrouvée dans le pays d'Oz et est en partie, parce que c'était ridicule. Et ils disent à un moment donné, ouais, mais le chapeau ne peut amener que dans les endroits où il y a de la magie. Mais il y a de la magie à Storybrooke, merde. La fée noire a sa magie. On voit plus tard que Rumpelstiltskin peut faire des potions de magie. Il y a de la magie à Storybrooke. Donc vous pouvez vous y rendre par chapeau magique, hein. C'était une inclusion débile pour faire référence à la saison 1, ça, ce chapeau. Ça, parce que c'était ridicule. Donc ce que ça amène, c'est que
Zelena, lorsqu'elle arrive, il y a Javid qui dit « Mais pourquoi elle ne suis pas restée à Oz ?» Mais pourquoi il serait resté? Elle a dit elle-même qu'elle voulait être avec vous maintenant, qu'elle voulait vous aider. C'est quoi ce truc là? Ouais, pourquoi t'es pas restée toute seule dans ton coin? C'était quoi ça? Sérieusement, c'est complètement débile. Et Zelena lui le répond même pas que c'est parce qu'elle a envie d'être avec eux et de les aider. Non, non, c'est parce que son royaume s'est effondré dû au fait que Emma ne croit plus aux contes de fées, sachant que pendant un très long moment elle n'y a pas cru du tout non plus, et que ça n'a pas du tout affecté grandement les contes de fées. C'est pas maintenant qu'elle a accepté son statut de sauveuse, le fait qu'elle croit plus aux contes de fées, c'est censé avoir une influence aussi forte. C'est-à-dire les détruire complètement, les mondes, tout ça. Parce que ouais, tous les mondes, les différents mondes des contes de fées sont détruits. Ils se retrouvent dans une espèce de monde du chapeau, mais où je sais pas, c'est un endroit de la forêt enchantée, parce que la forêt enchantée tient encore le coup, où tous les mondes finissent par être détruits les uns après les autres, comme ça, et super rapidement. Hein. Voilà. Et comme ça, il y a juste Aladdin et Jasmine qu'on voit, parce que c'était les deux seuls acteurs qu'on pouvait reprendre. Non, mais littéralement, les deux seuls acteurs qu'on pouvait reprendre. C'est bon, bien entendu, on voit quelques acteurs secondaires qui réapparaissent comme Grincheux et Archie, mais ouais, il y a énormément de persos secondaires qu'on pouvait reprendre, mais les seuls qu'on a pu reprendre, c'est Aladdin et Jasmine, histoire de dire qu'ils sont là, et ça ne sert à rien. Genre, du tout, c'est juste histoire de dire, oh, on a les acteurs, vous voyez, j'ai tout, quoi. Dès le début, je me suis dit, ouais, tous ces mondes qui s'effondrent, toutes ces vies détruites, bien entendu que ça va pas rester comme ça, hein. Ça va être restauré, tout le monde va être ressuscité, pas de problème, au revoir, quoi. C'est bien joli de dire que la magie peut pas ressusciter les morts, mais défaire une magie qui a tué des gens, ça permet de ressusciter les morts aussi, donc ouais, techniquement, la magie peut ressusciter les morts, hein, si on part de ce principe-là, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais ouais, donc ils doivent trouver un moyen de repartir puisque les chapeaux magiques ne marchent pas. Et alors que Kylian propose un truc, Regina lui dit ah non, 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 laisse faire, c'est moi qui ai la magie, c'est moi qui vais m'en charger. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe comme quoi on se fait pas confiance les uns les autres? Je croyais que vous aviez surmonté ça et que vous étiez super unis maintenant. Il a quelque chose à proposer, écoute-le un petit peu au moins, merde! Non mais non, 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 c'est bon, t'as un truc, tu penses à un truc, Kylian laisse tomber, hein, c'est à moi de m'en charger, c'est moi Regina, hein, je m'en charge. C'est complètement débile! Parce que ouais, le plan de Kylian, bon, même si j'ai des choses à redire à ce plan-là, c'est d'aller à la tige, la grande tige magique qui mène chez les géants pour trouver d'autres haricots magiques. Ce qui ne devrait pas marcher puisque on a bien instauré dans la saison 2 qu'il restait plus qu'un seul haricot magique que que Kylian même a utilisé, enfin Kylian et tout le monde, il y avait tout un conflit avec Korra, etc. Et il n'y avait plus rien d'autre, c'était clairement ce qui était insinué. Il n'y avait plus de géants aussi, parce qu'ils ont peur, il y a peut-être d'autres géants, il n'y a plus de géants. Il n'y a que le géant Hurley qui n'est plus apparu depuis la saison 2, parce que vous ne pouviez plus avoir l'acteur, c'est tout. Vous ne pouvez plus avoir Georges Garcia, voilà. Donc c'est bien de reprendre des trucs d'anciennes saisons, mais il faut que ce soit repris avec une certaine cohérence. Enfin bon, encore heureux que d'autres géants ne soient pas apparus, c'était juste une supposition débile de la part de nos personnages. Mais ouais, quoi, le plan de Kylian, il le fait tout seul avec David, qui décide quand même de le croire, alors que Regina aurait pu, direct, les téléporter, prendre le haricot en 2 temps 3 mouvements, se barrer, c'est bon, on pouvait partir. Mais il y avait besoin que ça dure longtemps pour que ça arrive pile au moment où Emma balance le livre au feu, qu'elle finisse quasi complètement de croire et tout et tout. C'est ça quoi, il fallait respecter le timing, mais c'est super mal mis en place, mal mis en scène, vraiment. Donc oui, pendant qu'ils font ça, il y a Regina qui décide de chercher un moyen, genre ouais, je vais peut-être trouver un sort en prenant des ingrédients de mon château pour trouver un moyen de nous transporter dans un autre coin. Parce que ça peut se faire comme ça, bien sûr. Évidemment, le temps presse, on connaît plusieurs moyens d'y arriver, notamment les haricots magiques, puis il y a d'autres moyens, hein, certaines baguettes, et d'autres. Non, 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 on va essayer de trouver comme ça, pêle-mêle, un sort qui pourrait nous aider. C'est complètement con, quoi, comme approche. Regina, c'était complètement débile, et la seule chose à laquelle ça sert, c'est de la faire retourner dans son château de la forêt enchantée, et de recroiser sa moitié maléfique, la méchante reine qui a décidé de délire domicile ici, pour une raison toute simple,
Tout le monde, il y a déjà un truc que j'aime bien là-dedans, entre guillemets, hein, c'est le fait qu'elle dit «Ah, mais je croyais que tu étais dans le monde des vœux avec Robin. Comment tu le sais?» Et comment tu le sais, Regina? Ce qu'il a écrit, Henri, c'est... Et elle se retrouve là où elle peut avoir un nouveau départ, la méchante reine. C'est tout ce qu'il a écrit. Donc tu peux pas savoir avec certitude qu'elle se trouvait dans le monde des vœux. Déjà, première chose. Et ce qui me fait vachement marrer, c'est par la suite, c'est lorsque la méchante reine dit «Ouais, il y a eu un petit problème avec ça, c'est que tout le monde me prend pour une meurtrière, et tout le monde croit que j'ai tué David et Blanche-Neige, et mon fils veut me tuer. Donc ouais, c'était pas très amical comme lieu pour rester, hein, donc on a décidé on a plutôt décidé d'élire domicile ici, moi et mon Robin, parce que oui, Robin a décidé de me suivre, maintenant on est des bandits honnêtes, on vole aux riches, on vole aux pauvres, la plupart du temps. Ça m'a tellement fait marrer ce passage, parce que cet épisode reconnaît que le final de l'épisode 14 était débile. Ils reconnaissent, attends, maintenant qu'on y pense, le fait de mettre la méchante reine avec son amoureux dans un monde où techniquement elle est censée être considérée comme une sale tueuse que personne n'aime qui vient de tuer des dirigeants, de bons dirigeants, n'est pas une bonne chose. Ouais, faut peut-être qu'on corrige vaguement ça. Ouais, endroit où elle peut avoir son nouveau départ, la méchante reine. Dans un sens, même si c'est clairement forcé pour faire référence à un personnage à nouveau qui est populaire auprès des gens, la méchante reine, ça m'a quand même fait marrer. Je regrette pas dans l'absolu que ce soit là parce que, ouais, au moins ça montre que la série reconnaît ses conneries. Elle les arrange pas particulièrement, mais elle reconnaît ses conneries, c'est bien. Donc, ça n'apporte pas grand chose. D'ailleurs, Robin n'apparaît pas du tout. Ouais, elle dit à Robin est parti en chasse avec Petit Jean. Ouais, ils vont pas trop faire gaffe au fait que les mondes commencent à s'écrouler, surtout le nôtre. Parce que voilà, alors qu'ils commencent à faire ça et que David et Kylian arrivent à trouver un haricot magique, bien entendu, comme par hasard. Il existait un haricot magique dans le coin qui reposait et qui était gardé par un dragon. Il y a un dragon qui apparaît comme ça, histoire de dire, il y avait un dragon dans le coin. Allez, suspense. Et qui fuit le dragon, c'est à ce moment-là que Emma a fini par brûler le livre, mettre le livre à brûler, et que le monde commence à s'effondrer. Alors par contre, contrairement aux autres mondes où ça a duré vraiment très peu de temps, là il se passe un gros moment avant que ça devienne complètement effectif et que ça n'engloutisse tout le coin. Hein. Ça met un bon gros moment. Et donc, ouais, c'est là que l'épisode 2 commence. Comme je l'ai dit, en toute honnêteté, j'aurais pu traiter les deux à part. Parce que voilà, quoi, ça arrive à être quand même assez détaché. Même si, bien entendu, c'est une histoire qui se suit, mais ça arrive à être assez détaché. Donc, où Emma décide à Storybrooke de repartir à Boston maintenant qu'elle a fait ce que Fiona lui a demandé. Fiona lui dit « Oh, c'est bon, maintenant tu peux partir !» T'as brûlé un bouquin, ça va, c'est cool, j'ai l'autorité de te faire partir, très bien. Elle décide de se barrer à Boston parce que, ouais, elle a pas envie d'être auprès de son fils. Et, et Henry, en lui disant au revoir, en se disant, oh mince, j'ai échoué, il lui glisse un livre, pas un vrai livre, pas un livre de contes comme il y avait, mais un livre qu'il a écrit et dessiné lui-même pour lui raconter ce qui se passe. Ce qui fait qu'une fois qu'elle se retrouve à Boston, prête à reprendre son boulot, comme si de rien n'était quoi. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'elle a disparu. Salut, t'es là? Ah, ok. Ok, on a besoin de toi pour une affaire. D'accord, j'arrive. C'est direct quoi. Ça fait 2 ans qu'elle s'est barrée, les gens se disent ok, très bien. Comme si de rien n'était. Je sais pas à la place de la personne qui l'enquête, je me dis ouais, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? T'es sûr que t'étais là? C'est pas la première personne que j'appellerais quoi. Enfin bref. Alors qu'elle s'apprête à reprendre le boulot qu'elle avait au début dans la série, elle tombe sur le fameux bouquin qu'a dessiné Henry, qui raconte la vraie histoire, donc la chose qu'il a déjà raconté lui-même. Mais le fait de l'avoir vu dessiné par son fils, c'est ça qui lui donne la conviction de croire que c'est vrai, contrairement au premier épisode. Parce que besoin du scénario. Enfin bon, ça arrive vers la moitié de l'épisode. Pendant ce temps-là, il y a Henry qui décide de trouver un moyen de se battre lui-même tout seul et contre la méchante fée noire. Et pour ça, il va voir Rumpelstiltskin qui, on l'apprend,
se souvient très bien. Il n'a aucun problème à se souvenir. Donc pourquoi t'as fait tout ce pataquès sur le fait de vouloir retrouver Belle pour savoir si c'était vraiment, si elle c'était parti pour une raison X réelle, tout ça, si t'étais au courant depuis le début. Rumpelstiltskin le dit lui-même, j'ai jamais totalement fait confiance à ma mère malgré tout, et donc j'ai fait cette petite sécurité pour moi-même. Si c'est le cas, dès le début, t'aurais pu te dire comment ça, tu nous as créé une histoire où Belle nous a abandonnés, connasse, c'est bon, je laisse tomber. T'avais pas à venir la voir. Excusez-moi, Madame le maire, vous pourriez pas réouvrir l'enquête sur la disparition de Belle? Non, tu vois tout de suite qu'elle s'est foutue de ta gueule et qu'elle voulait pas de Belle dans votre vie, c'est tout ce que ça voulait dire. C'est une connerie ça. Alors, voilà, c'est le lien entre les deux épisodes complètement foiré, foireux, complètement. C'est pour ça que je me dis, si c'est le même scénariste, c'est les mêmes scénaristes qui ont fait les deux épisodes, ce sont des putains de branques. Complètement. Mais ouais, donc, Rumpelstiltskin se la joue à nouveau, je m'occupe que de ce qui me regarde, même si notre but commun c'est de se battre contre la méchante fée noire. Je te laisse te démerder tout seul, je te donne juste quelques petits objets pour t'aider, qui t'aideront pas particulièrement. Ouais, honnêtement, c'est rien quoi. Ce qu'il lui donne, c'est un miroir qui qui permet à Henri de parler dans le monde de la forêt enchantée via miroir magique, ce qui n'apporte pas grand-chose à part juste sa mère qui dit «Ah, il est courageux, il court à sa perte, il faut qu'on l'aide, tout ça». Et ça donnera peut-être un petit boost de motivation à la méchante reine aussi, c'est pas possible. On sait-on jamais. Mais ouais, c'est tout ce qu'il fait, et puis il dit «Ouais, j'ai une épée, maintenant je vais aller me battre». C'est tout ce qu'il fait. Et au moment où il s'apprête à la combattre, la fée noire, et ben c'est là que Emma arrive et tu dis c'est bon, je vais m'occuper de ça moi-même. Je ne me souviens pas de ce que tu dis, mais j'ai lu l'histoire que tu as racontée et j'ai envie d'être cette femme que tu décris. Même si ça correspond totalement à ce que j'avais prédit avant, c'est-à-dire le fait que tu vis dans une histoire complètement fictive et que je devrais pas t'encourager à faire ça. Le fait d'avoir vu ça dessiné dans un livre, ça arrive à me faire y croire maintenant. Ouais, pas du tout forcer ça, donc. Donc pendant ce temps-là, étant donné que la destruction de la forêt enchantée prend son petit temps, Kylian et David ont à peu près le temps de quitter, de descendre de la grande tige pour Haricot Magique, et il tombe avec pertes et fracas quand même, parce que bon, Kylian déjà tombe de plus haut que David. Bah, à un moment donné, il y a Kylian qui tombe à une certaine hauteur, et David qui finit par tomber, mais en étant emporté par la tige qui finit par se déraciner et tomber elle-même. Donc lui, il subit une chute moins importante que Kylian sur le principe, puisqu'il reste accroché à la tige. Mais pourtant, lorsque Kylian est retrouvé par Blanche-Neige, il va comme un charme. Nickel, Chrome, c'est bon, j'ai mon haricot magique, je vais le donner à la méchante reine, on va voir ce que ça donne. Et plus tard, lorsque Blanche-Neige retrouve David, lui, il a l'air d'être sévèrement blessé. Enfin, semble-t-il, quoi. Il est juste blessé physiquement, on est d'accord là. Et le truc, par rapport à ça, c'est que Blanche-Neige lui fait un baiser. Et ça veut faire le parallèle par rapport au premier baiser d'amour sincère qu'ils se sont donnés. Non, non, le truc avec le baiser d'amour sincère, c'est que ça soigne les problèmes magiques. La plupart des problèmes magiques, hein, quand ça arrange le scénario, il faut que ça soigne pas ça, mais ça soigne pas les blessures physiques. Non? Et donc, pendant qu'elle fait ça, il y a Kylian qui vient voir Regina, lui dire c'est bon, j'ai un haricot magique. Il allait très bien il y a quelques minutes, mais maintenant que je te le montre, il commence à devenir pourri. Ah zut! À cause du fait que notre monde s'écroule, la magie commence à disparaître, et cet objet magique ne marche plus. Oh, c'est tellement pas pratique. C'est presque comme si toute cette intrigue autour de Kylian qui veut trouver un haricot magique ne servait à rien, ne servait que de remplissage. Vraiment. Et en fait, honnêtement, tout ce passage, je vais le dire, tout ce passage dans la forêt enchantée avec nos personnages qui essayent de s'en sortir pour retrouver Emma ne sert à rien. Vous auriez juste pu dire ah, ils sont
Ils sont dans une espèce de sommeil, un état catatonique qui ne sera réveillé que lorsque la malédiction sera déjouée, et ça aurait été pareil. Mais non, ils tiennent à créer cette espèce d'intrigue qui n'amène nulle part. Oui, parce que cet haricot magique ne servira à rien. Alors, il y a Regina qui essaye vaguement de restaurer le haricot avec la méchante reine, mais la méchante reine voit que la destruction commence vraiment à approcher, et la méchante reine dit «Oh, je vais me sacrifier pour la ralentir, rends-toi au centre du château parce que c'est le dernier endroit qui sera détruit comme par hasard pour t'occuper de ça, et moi je vais ralentir le plus possible pour que tu aies le temps de restaurer le haricot magique, mais ça marche pas.» Alors ça ne marche pas. Elle n'arrive pas à restaurer ça, elle se sacrifie, ça arrive à ralentir, mais c'est clairement un procédé narratif facile. On aurait pu ne pas avoir la méchante reine, ça aurait été exactement la même en termes de signification, honnêtement. Et après, je vais pas le nier, si ça avait été une mort définitive, ça aurait été une conclusion, une rédemption bien plus acceptable que la fin de l'épisode 14. Mais étant donné qu'elle meurt pas, que tout sera restauré et tout le monde sera ressuscité à la fin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ça n'a aucune signification. Donc, alors qu'il s'apprête de plus en plus à être pris dans cette destruction qui s'approche de plus en plus du centre de la forêt enchantée, il y a Rumpelstiltskin qui a décidé qui a fini par retrouver Belle sans que ça mène à grand chose. Il se rend compte que Belle est un petit peu dans un état de folie. Genre, je dois vivre toute seule, je suis folle. Ça va pas plus loin que ça. Et c'est là qu'il décide de confronter la fée noire. Il aurait pu directement confronter la fée noire. Tu te doutes bien que Belle doit pas avoir une vie super joyeuse quelque part. Tu te doutes qu'elle lui a fait quelque chose, la méchante fée noire. Quoi. Tu t'attendais à quoi? Sérieusement, tu t'attendais à quoi? Et donc il décide de confronter la fée noire enfin. En se rendant compte de ses mensonges, qu'elle l'a dupé, ah ben les dents, c'est incroyable. Et alors, pour essayer de regagner sa confiance une troisième fois, la fée noire lui dit «Ok, j'ai un moyen, lorsque la sauveuse sera détruite, le mal gagnera en puissance, connerie comme ça, ta gueule c'est magique, tout ça, et j'aurai les pouvoirs qui défieront les lois de la magie, c'est comme Jafar dans Once Upon a Time in Wonderland, en tout aussi con, mais de toute façon ce sera pas exploité, donc ouais. Et donc je pourrais à forcer les autres à t'aimer, je pourrais faire tomber les gens amoureux, et je pourrais ressusciter les morts, on pourra ressusciter Bellfire, et forcer tes proches à t'aimer, tu n'auras pas à répudier ton côté sombre, et tout ça. Bon, Rumpelstiltskin, qui quand même ne tombe pas trop bas dans mon estime, dit «Va te faire enculer, connasse!» et décide de lui piquer sa baguette de fée noire. Oui, parce que la baguette noire, elle l'a récupérée dans le magasin. Elle s'en est servie pour traduire rapidement l'espèce de rune qu'il avait écrit. Henri, il y a un épisode il y a je sais pas combien d'épisodes, je sais plus trop. Et ouais, ça a servi qu'à ça la baguette, techniquement. Il n'y avait vraiment pas besoin de faire ce genre de choses. Et ce que dit en fait les Écritures, c'est que le mal ne peut pas tuer le bien. Les ténèbres ne peuvent pas tuer la lumière. Ça n'arrive jamais. Tu pourrais prendre un flingue. Non, sérieusement, achète-toi un flingue. Tire-lui dessus sans qu'elle sache d'où ça sort. T'as gagné! Non, il faut que tu mettes bien ça en scène. Il faut que ce soit quelqu'un de pur, entre guillemets, qui la tue. Donc elle s'est dit, ah ok, je vais utiliser Gideon. Oui, parce que Gideon est présent. Il y a quelques petits moments par rapport au fait qu'il croit que sa mère l'a abandonné, mais au bout du compte, ça amènera pas à grand chose, puisque elle le contrôlera encore, Gideon, parce que elle a toujours possession de son cœur. Voilà, et il a pas fait gaffe que c'était pas un vrai cœur qu'il lui a mis, Rumpelstiltskin. Il lui a mis un faux cœur, il croit que c'est son vrai cœur, ok, magie, ok. Et donc, elle peut toujours le contrôler. Et étant donné qu'elle ne peut pas le tuer ayant des forces de ténèbres, c'est impossible à faire. Elle décide de forcer Gideon à le faire en lui donnant l'ordre très très fort de tuer Emma coûte que coûte, quoi qu'il arrive.
Et donc, lorsqu'elle confronte Rumpelstiltskin, elle lui dit ouais, même si tu me tues, Gideon fera toujours son office. Et c'est là que Rumpel dit ok, bon, on va voir si c'est vrai. Il la tue. Notre grande méchante, grand combat de fin de la grande méchante. D'ailleurs, j'y pense, l'espèce de baguette super puissante qu'on était censé utiliser pour la stopper, ça n'a servi à rien. C'était sa baguette à elle qu'on a utilisée contre elle. Elle n'a jamais réellement utilisé sa baguette magique, la fée noire, seulement pour traduire des espèces d'écrits anciens. Léger gâchis du personnage, si vous voulez mon avis. Mais cela étant, j'apprécie le fait que Rumpel soit pas complètement con au point de dire ok, je te laisse la visseuse en attendant ou un truc comme ça. Non, 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 hein, ça va, t'as assez fait chier, tu crèves. C'était intéressant de la part du personnage qui veut quand même qui veut arrêter de faire le con à ce niveau-là. C'était très intéressant. C'est juste que hey, la grande méchante, qui représente la plus grande menace de tous les temps, se fait déjouer comme ça. Et lorsqu'elle meurt, la malédiction meurt avec elle, c'est-à-dire que tout le monde récupère ses souvenirs, Emma récupère ses souvenirs, elle se souvient qu'elle est la sauveuse, et nos persos qui étaient sur le point d'être détruits dans le monde des contes de fées parviennent à être sauvés in extremis et à revenir dans le monde de Storybrooke. À temps pour le combat final avec Gideon. Parce que voilà, ça se termine là-dessus. Et on veut nous faire croire qu'il y a une espèce de grand suspense encore. Alors, je reconnais que Gideon a des pouvoirs magiques assez puissants. Je ne le nie pas. Sachant que techniquement, à la base, il n'était pas censé en avoir dans le nouveau Storybrooke. Donc, si elle n'avait pas été tuée, la fée noire, il n'aurait pas pu faire grand-chose contre Emma. Mais ouais, c'était pas plus mal qu'elle crève quand même. Et le truc que je trouve dingue avec ça, c'est que tout le monde réagit comme si c'était une chose ultra gravissime. Le combat final avec vraiment deux conséquences possibles. Soit Gideon tue la sauveuse, soit elle tue Gideon, et donc elle se noircira à cause de ça. Ça l'a pas affreusement noirci d'avoir tué Cruella. Mais tuer Gideon en légitime défense, ça noircira complètement la lumière de la sauveuse, tout ça. Ouais, bien sûr, je vous le dis. Donc ouais, tout le monde fait comme si c'était une espèce de fatalité super dure à endurer, alors qu'il y avait... Il y a moyen de trouver un moyen d'arrêter Gideon, de le rendre HS d'une certaine façon, je sais pas, en l'endormant ou une connerie comme ça. Et de laisser Rumpelstiltskin faire ce qu'il s'apprête à faire, c'est-à-dire récupérer le cœur de Gideon que la fée noire a rangé quelque part, qui trouve direct, très vite. Il y a Belle qui l'accompagne histoire de dire qu'elle est là, mais elle sert à rien, Belle, hein, techniquement elle sert absolument à rien. Et il trouve le cœur de Gideon dans un coffre, et c'est là qu'il a une espèce de face à face avec son côté maléfique. C'est la première fois qu'on le voit discuter avec le côté maléfique du ténébreux qui est en lui, où il lui dit ok, laisse Gideon tuer Emma, comme ça tu pourras avoir les pleins pouvoirs, puisque oui, à nouveau, si elle meurt, le mal triomphera et tu pourras tout manipuler, tout contrôler, tout ça. C'est nouveau, c'est comme ça que ça marche maintenant. Non, je suis désolé, c'est tellement forcé, ça n'a jamais été amené avant, ça. Le fait que si la sauveuse meurt, le mal l'emporte complètement, il aura les pleins pouvoirs, il pourra dépasser les limites de la magie, ça n'a jamais été instauré avant ça, jamais. Donc, ouais, il a ce conflit-là envers une dernière fois ses pulsions de pouvoir, tout ça, mais il finit par refuser ça et de commander à Gideon de ne plus vouloir tuer la sauveuse, mais ça ne marche pas, parce que c'est un sort de la fée noire, c'est ultra puissant, malgré le fait que lui-même soit ultra puissant, qu'il possède la baguette de la fée noire et qu'il pourrait sans doute essayer de trouver un moyen de défier ce sort-là, mais non, hein. Il se dit, oh merde, j'ai échoué, je peux même pas me téléporter, parce qu'à nouveau, tu peux te téléporter pas loin de Gideon pour lui rendre son cœur, non, c'est foutu, je peux rien faire. Évidemment. Ce qui amène donc à la fameuse scène de combat
qui fait écho à la vision d'Emma au début de la saison. Ok, ça c'est intéressant d'avoir repris ça, de dire que c'est cette espèce de combat final en pleine rue entre vous deux, et ben c'était maintenant en fait, c'était ce qu'on avait vu à la mi-saison, c'était juste un avant-goût, c'était une fausse piste, donc là c'était intéressant de faire ça. Et Emma, alors qu'ils ont un combat plutôt fort, niveau chorégraphie assez rapide, très vif, bien fichu, ça dure 30 secondes malheureusement, décide non, je ne partirai pas sur cette voie, et elle jette son épée et se dit, je te laisse me tuer. Et en se laissant complètement ouvert au pacifisme, ça fait que lorsque Gideon lui rentre son épée en plein ventre, ça crée un halo lumineux qui sauve Gideon en le retransformant en bébé pour que Belle et Rumpelstiltskin puissent l'élever comme il l'aurait souhaité. Mais évidemment! Évidemment! Mais pourquoi? Pourquoi me serais-je attendu à autre chose de la part de cette série que de terminer son grand conflit final par un Deus Ex Machina sorti de votre cul? Évidemment! Magie de la sauveuse, ça marche comme ça, allez vous faire foutre si vous cherchez tant soit peu de trucs qui sont instaurés. Et tant qu'à faire, puisqu'on parle de trucs qui sont pas instaurés, Emma a l'air mourante de sa blessure, mais il suffit d'un baiser d'amour sincère de Henry sur le front pour la soigner complètement, tout va très bien, merci, au revoir. Oh! Et c'est là que ça se termine avec Blanche-Neige qui fait un discours, mais d'un gnangnan. Non, mais je veux dire, le principe du discours est pas mal, c'est-à-dire que maintenant il faut qu'on vive ce qui nous arrive ensemble et tout, mais finesse, les mots choisis, le ton complètement nunus qu'elle prend, l'emphase sur le côté espoir et tout, waouh, c'était forcé! Wouh! D'ailleurs, ouais, il y avait un truc aussi forcé là avec Emma qui nous la joue. Ah, c'est super, il y a une histoire, tu peux trouver un troisième moyen contre Gideon, comme si le plan de Rumpelstiltskin ne pouvait pas du tout marcher. Il partait de ce principe-là, et puis puisqu'il marche pas de toute façon. Euh, enfin bon, voilà, tout s'arrange, et puis on a une jolie fin. On voit tous les royaumes magiques être reconstitués et on voit seulement en tant que personnage Aladdin et Jasmine parce qu'on pouvait pas avoir d'autres acteurs. On voit rapidement la méchante reine qui a survécu et qui voit soit demandé en mariage par Robin des Bois via une flèche parce qu'à nouveau on ne pouvait pas avoir l'acteur. Vous savez, pour un épisode qui essayait de donner une conclusion à tout, vous auriez pu essayer de trouver quelques acteurs récurrents que vous aviez. Ah oui, attends, ils ont un acteur récurrent dans le royaume d'Arendelle. On voit Sven. Super important ça, hein. On voit aucun personnage, on voit Sven. Waouh. Ah, heureusement que vous avez montré. C'est vrai, c'était super important. Enfin bon. Tout s'arrange, tous nos personnages continuent leur petite vie sereine cette fois-ci, où chacun vit sa vie très gentiment, tout s'arrange pour le mieux pour eux. On montre rapidement que Violette existe. Là, par contre, alors je sais pas s'ils avaient l'actrice parce que c'est un personnage tellement marquant que ouais, c'est une actrice dont je me souviendrai tout le temps, mais il me semble que c'est la même actrice. On la voit 3 secondes histoire de dire lorsque Henry se rend à l'école qu'elle existe. Voilà, ce super couple que vous avez mis en place, il est là. Et à la fin, alors que tout le monde vit sa petite vie pépère en partant vers un futur radieux, tout ça, on a une dernière scène où tout le monde se réunit chez Mère Grand et où il joue la scène en fait. La scène CENE de Jésus-Christ avec ses apôtres, tout ça. Voilà, où ils sont tous autour d'une table et on a une espèce de grande dernière illustration d'eux. C'était... Il y avait certains moments grandioses qui arrangent beaucoup ce final, des concepts intéressants que j'ai bien aimés, qui sont pas super bien exploités.
Mais on sent quand même que les acteurs donnent tout ce qu'ils ont, surtout pour faire passer des émotions par rapport à ce qu'ils ont vécu avant, c'était bien. J'apprécie le fait que vous vouliez faire des références à ce qui s'est passé avant, mais c'était forcé et très foireux sur pas mal de points. Il est pas du tout raccord même. Je veux dire, c'est vraiment le chapeau du chapelier fou, quoi. C'est de la grosse connerie. Ça, donc, ouais. Je vais pas dire que j'ai pas aimé ce double épisode de fin. Il était correct. Il y avait suffisamment de bons moments d'intensité, d'émotion entre les personnages pour que ça passe. Mais ça n'a rien de sensationnel, hein. C'est tellement maladroit sur tellement de points. Il y a des éléments qui sont tellement forcés pour faire avancer l'histoire là où vous voulez qu'elle avance. Je peux pas trouver que c'est un grand final. Je préférais le final de la saison 4. Vraiment, hein. Et ouais, j'avais des problèmes avec le final de la saison 4. Une chose très intéressante, comme pour le final de la saison 4 d'ailleurs, qui aurait pu être bien, ça aurait été de mettre en avant beaucoup plus longtemps cette espèce de malédiction où tout redevient comme avant, où il faudrait qu'Henri se batte pour essayer d'aider sa mère à retrouver la voie de la croyance, tout ça, ça aurait pu être pas mal. Mais étant donné que c'est un double épisode, il fallait tout fourrer à la fin, ben non. Et c'est le gros problème que j'ai avec cette saison en règle générale, c'est-à-dire le concept de la fée noire était intéressant. Je vais pas le nier. Je pense que ça aurait été beaucoup plus fort si vous aviez vraiment fait d'elle la méchante du début à la fin de la saison. Si vous aviez complètement évité tous ces détours autour d'Aladin, Jasmine et Jafar qui n'amenaient à rien, avec la fée noire, c'était à nouveau une parenthèse qui n'amenait à rien en termes de signification, et même Hyde, que j'avais adoré au début, mais qui honnêtement n'amenait à pas grand chose, si vous aviez foutu tout ça aux orties, si vous étiez juste parti sur une histoire avec la fée noire en grande méchante durant toute la saison, ça aurait pu mettre en place quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus significatif que ça. Et peut-être avec moins de conneries, ta gueule c'est magique, de choses un peu mieux instaurées aussi. Mais tel quel, ça va trop vite. Et même dans ce double épisode, je trouve que je trouve qu'il y a beaucoup de remplissages qui ne servent à rien, juste histoire de donner des moments aux personnages, mais en toute honnêteté, le moment où Kylian veut trouver à tout prix un haricot magique pour sauver, pour retourner auprès d'Emma, déjà d'une part c'était forcé pour qu'il se soit seulement lui et David, alors que je ne vois pas une seule seconde pourquoi Reginald n'écouterait pas. Et en plus de ça, oui, ça mène à rien, ce haricot magique ne mène à rien. J'ai énormément de trucs qui ne mènent à rien. Donc, je peux pas nier qu'il y a des moments d'émotion qui en découlent, qui sont bien. Je veux dire, cette espèce de relation David-Kylian qui se consolide à la toute fin, c'était joli ça. C'était joli ce truc-là. Je vais pas le nier. Et d'autres petits moments comme ça. Mais bordel de merde, vous avez pas réfléchi à comment introduire énormément d'éléments scénaristiques de façon à ce que ça joue vraiment un rôle dans votre histoire. Et à la fin, lorsque tout s'arrange de façon complètement ta gueule c'est magique pour rester dans le ton global de la série depuis 3 saisons, eh ben non. Je suis pas particulièrement emballé, je trouve pas que ça a un vrai poids. J'ai apprécié pour les moments d'émotion, mais en termes d'histoire, c'est très maladroit et assez foutraque. Cela dit, je vais pas parler d'un dernier truc, parce que on m'a dit en commentaire qu'ils avaient clairement, ils n'étaient pas sûrs d'avoir une saison 7, c'est pour ça qu'ils ont écrit cette fin de saison 6 comme une possible fin. Mais j'ai le sentiment que vers la fin, ils se sont rendus compte que ils allaient partir sur autre chose, et ils se sont dit, ok, on va introduire un nouvel élément pour qu'on ait une accroche pour la saison 7. Donc, disséminé durant tout ce double épisode, il y a une petite histoire, on ne sait pas si c'est un flashback ou quoi que ce soit, autour d'une fille enfin oui je sais si c'est un flashback ou pas, mais sur le coup on sait pas si c'est un flashback, hein. Bref, il y a une histoire autour d'une fille qui se voit confier le livre des contes par son père, on ne sait pas où, dans un endroit dans le pays des contes de fées. Je sais même pas sûr que ce soit la forêt enchantée, enfin il me semble que c'est la forêt enchantée, il me semble que c'est précisé. Ouais, je dis ça parce que elle rencontre Lily la tigresse plus tard.
Donc voilà, son père l'a fait fuir parce qu'il y a un espèce de grand mal qui le pourchasse, son père, et elle se retrouve toute seule sans savoir ce qui est arrivé à son père. Il y a Lily la tigresse qui arrive pour lui dire oui, il faut que tu te retrouves ta mère, étant et je peux te promettre qu'un jour vous serez réunis avec ton père, mais je peux pas te promettre de quelle façon, si ça va bien se passer tout ça. Et donc, plus tard, on voit qu'elle se retrouve dans Story, enfin pas dans Storybrooke, dans notre monde. Voilà, dans notre monde, à une époque indéterminée, plusieurs années plus tard, de notre présent, et où elle fait le chemin jusqu'à retrouver un certain type, son père, et son père c'est Henry Mills, Henry. Et Henry dit, ah, mais je n'ai pas de fille, mais attends, il faut que tu viennes avec moi, tu dois sauver des gens. Voilà, parallèle avec le début de la saison 1, tout ça, tout ça. Voilà, Henry vit la même chose qu'Emma, en tant qu'adulte, oui, parce que maintenant il a pris pas mal d'années, hein, il est adulte pour avoir un enfant. Ok, l'histoire se répète, wouh, ça me hype pour la suite. J'en sais rien, peut-être que ça peut amener des bons trucs, mais ça m'a pas accroché particulièrement ça, donc voilà, c'est là. C'est pas... Après, d'après ce que beaucoup de gens m'ont dit, ça va être une sorte de reboot de, de la série. Hein. J'ai eu pas mal de commentaires là-dessus, où on va vraiment partir sur une toute autre ambiance, pas les mêmes persos principaux, tout ça, et donc ça peut promettre certaines choses. Après, ça ne durera qu'une seule saison, donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, voir Henri adulte, pourquoi pas? Voir Henri adulte, comment les choses ont évolué, découvrir l'histoire plus tard, ça peut être pas trop mal. C'est juste le concept de base où, ah, tiens, Henri vit exactement la même chose qu'Emma sans qu'on sache trop pourquoi. Puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Mais, ouais. Cette saison 6 était correcte, sans plus. Et en toute honnêteté, la seule chose qui l'a mis un peu au-dessus de la saison 5, c'est le fait que vous ayez mieux géré vos persos secondaires. Voilà, les persos secondaires sont un peu mieux gérés au fil de la saison que dans la saison 5 où honnêtement on les voyait un petit peu histoire qu'ils fassent des apparitions, notamment lorsqu'on donnait une fin à Rouge, histoire de dire qu'elle a eu une fin, voilà quoi, on se débarrasse du personnage, on lui fait au revoir. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Là, les persos secondaires ont un petit peu mieux joué leur rôle. Il y a eu un ou deux petits trucs qui ont été instaurés un peu en avance, qui ont été un peu mieux, sur lesquels on a un peu mieux joué, mais voilà, en dehors de ça, j'ai le même problème. Hein. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moments qui sont très discutables, ta gueule c'est magique, de trucs qui s'enchaînent de façon forcée. Ouais, ouais, pas sans sas. Je la mettrai à peu près au même niveau que la saison 4. Je sais pas, la deuxième moitié de la saison 4 est tellement foireuse aussi, donc... mais je sais pas, la première moitié était un peu foireuse en termes d'histoire, mais il y avait de bonnes émotions entre personnages. Et je pense que c'est pour ça que je vais mettre à peu près au même niveau, quoi. Il y avait énormément de trucs foireux dans l'enchaînement des événements, des trucs qui sont amenés n'importe comment, histoire de faciliter le scénario sans être trop réfléchi. Comme dans la saison 6, mais comme dans la saison 4, il y a eu de bons moments d'émotion assez forts que je peux pas nier. Ça en fait pas une grande saison. Ah oui, je maintiens ce que je dis. Hein. Pour moi, ça, quand je me remémorerai cette série, hein, la fin, ce sera la saison 3. Hein. Ce sera pas avec ces trois saisons qui ont suivi. Hein. Et ouais, c'est, c'est une fin passable pour arriver à faire ça. La seule chose que j'ai vraiment appréciée, que j'ai trouvé vraiment très bien faite et pas discutable, c'est le petit épilogue de fin où tout le monde se retrouve, tout le monde est dans sa nouvelle, dans sa situation, commence à vivre heureux, il n'y a pas de menace à l'horizon, tout se termine bien. Voilà, ça c'est le genre d'épilogue que j'aime bien parce que ça montre nos personnages aller de l'avant, commencer leur fin heureuse, entre guillemets. À nouveau, on joue un petit peu là-dessus, ça j'ai bien aimé dans l'épisode 20, sur le fait que c'est pas une fin heureuse, c'est une sorte de début heureux. Voilà, c'était bien à ce niveau-là. C'est le truc que j'aurais pas été contre de voir à la fin de la saison 3. Vous auriez viré Marianne à la fin de la saison 3, et le petit délire
avec la Reine des Neiges, et ben ça aurait été, vous aurez remplacé ça par un espèce de montage du même ordre, et ben ça aurait été très bon. C'est pas le cas malheureusement, mais cool, cool, ça a resté correct globalement, comme les 2 saisons précédentes, globalement correct. Faut pas dire que j'ai détesté les 2 saisons précédentes, donc voilà. Désolé de ne pas être aussi enthousiasmé que certaines personnes par cette saison 6. Mais ouais, elle vaut pas beaucoup mieux que les 2 saisons précédentes pour moi. Elle est du même niveau en termes de ta gueule, c'est magique, de choses mal incorporées, d'histoires mal écrites, de mauvais liens. Même niveau, mais il y a suffisamment de bons moments de personnage, de moments de tension assez forts pour arriver à compenser ça et à rendre ça correct. Voilà, et après, c'est pas la seule série à faire comme ça, hein. Il y a beaucoup de séries, on sent que ils y vont à fond dans les premières saisons, ils arrivent à faire quelque chose de très fort, et au fur et à mesure, ça commence à se dégrader vers quelque chose qui arrive à garder un petit peu l'esprit dans les émotions et l'ambiance, mais qui ne sait plus trop tenir debout en termes d'intrigue, parce qu'ils doivent incorporer de nouvelles choses, qui n'arrivent pas à être raccord, ou doivent reprendre des choses d'avant, mais pas très bien. J'ai connu ça dans énormément de séries et celle-ci ne déroge pas à cette règle-là. Je garderai un très bon souvenir des 3 premières saisons et peut-être même qu'un de ces 4 je me les reverrai, mais les saisons 4 à 6 non. Peut-être que la saison 7, étant donné que c'est un reboot, arrivera à monter le niveau et à devenir quelque chose de très fort et peut-être assez indépendant. Ce serait cool, ça arrive à être assez indépendant de ce qui a été instauré avant. Il faut savoir se détacher un petit peu de ce qui a été mis avant aussi. Et c'est tout ce que j'espère. Mais ouais, c'était pas sensationnel, non. Quoi qu'il en soit, pour parler de la saison 7 rapidement, puisque je vais pas pouvoir en parler tout de suite, vu que la saison 7 n'est pas finie d'être diffusée. Sa diffusion devrait être terminée le 11 mai, et j'aimerais lancer mes réactions à chaud sur cette saison 7 au moment où je pourrais me permettre de terminer ça, quoi. Donc je pense que je commencerai à faire des critiques des épisodes de la saison 7 à partir de mi-avril. Voilà, mi-avril, un petit peu avant, de façon à ce que je puisse terminer un peu aux alentours du 11 mai, jour de la diffusion finale de l'épisode de l'épisode de fin. Ce serait cool, comme ça je pourrais arriver à faire un truc qui rattraperait suffisamment la série. Voilà, ça fera quelques semaines sans réaction à chaud. Après coup, bien entendu, on discutera de quelle autre série je m'occuperai en réaction à chaud après celle-ci, parce que je compte pas m'arrêter là, hein. Je ferai d'autres réactions à chaud après Once Upon a Time. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous donne rendez-vous à un futur pas trop éloigné pour la critique de la saison 7. Ciao!